Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir nombreux au sein de cet événement du collectif Expérience étudiante. Vous êtes déjà presque 150 personnes en live à suivre ce petit webinaire de ce matin. On est ravis ce matin d'accueillir Thierry Delécole qui nous fait le plaisir de venir commenter notre dernier baromètre. Bonjour Thierry. Bonjour. Et on est aussi accompagné de Jean-Philippe, qui est le directeur de la branche éducation au Figaro Étudiant Pro. Bonjour à tous et à Salut toutes. Jean-Philippe. On va encore attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Je vois qu'on a 159 personnes, ça monte assez vite. Je vais en profiter. Alors, il y a aussi Florence et Louise qui font partie de l'équipe du collectif. On présentera tout le monde au fil de l'eau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Edouard, bonjour à tous. Et voilà, et du coup, comme je vous le disais, on va attendre quelques minutes que tout le monde ait le temps de se connecter avant de commencer l'événement. Normalement, dans votre interface, vous avez un petit bandeau de chat que déjà beaucoup ont pris en main, puisque je vois vos messages. N'hésitez pas. Voilà, le format de ce webinaire, c'est aussi de pouvoir se connecter pour échanger, pour que ce soit interactif et collaboratif. Donc, à toutes les personnes qui souhaitent à un moment donné interagir, je me ferai l'honneur de remonter vos questions sur scène et de les poser aux différents intervenants. Donc n'hésitez pas, je vois que vous souhaitez le bonjour à tout le monde, et bien on vous passe le bonjour également, d'un petit peu partout en France, et pas que. Je crois qu'il y a des gens qui viennent un petit peu plus loin. Je vois des France-Allemagne, je vois des gens plus vers l'Espagne. Voilà, on a le plaisir d'accueillir des gens d'un petit peu partout. Alors, voilà, on est presque 200. Ce que je vous propose, c'est que dans une minute, on commence. Comme ça, on attend encore les dernières personnes qui se connectent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà. Bonjour tout le monde. Hop, et ben voilà, on va lancer. Je vois qu'on a passé la barre des 200 personnes, donc c'est pas mal. On va pouvoir commencer tous ensemble. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je recommence ma petite introduction. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour vous présenter les chiffres de notre baromètre annuel. Donc le collectif chaque année publie une étude sur l'expérience étudiante et le parcours candidat. Et donc cette année, on est ravis de pouvoir vous présenter les chiffres autour de ce petit webinaire tous ensemble. Le webinaire, il va se dérouler en 4 temps. Donc gardez bien ça en tête. La première chose, c'est que je vais prendre quelques minutes pour vous représenter le collectif, au cas où vous ne connaîtriez pas, et surtout les événements qu'on organise tout au long de l'année, auxquels vous êtes évidemment toutes et tous invités. On prendra ensuite le temps avec Jean-Philippe d'analyser les chiffres marquants de cette étude, donc que vous retrouverez évidemment dans le PDF que vous allez recevoir juste après l'événement. Mais on a identifié 5-6 chiffres qui nous ont marqués, qui sont intéressants et sur lesquels on pourra du coup enchaîner avec Thierry, qui est le directeur général adjoint du pôle Léonard de Vinci, qui nous fera le plaisir de nous donner son analyse sur tous ces chiffres et sur toute cette industrie qui est en perpétuel mouvement. Et évidemment, comme je vous le disais, j'ai les yeux rivés sur le chat. Moi, je serai là pour lire vos questions, les remonter, qu'on puisse faire en sorte que ce format puisse être interactif. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, on va rapidement présenter le collectif. Donc nous, le collectif, et donc vous aussi, vous faites partie. On est un regroupement de personnes qui travaillent dans l'industrie de l'éducation. L'enjeu, c'est quoi? C'est de réfléchir à justement cette expérience étudiante que vous proposez tous au quotidien et voir quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les sujets chauds et importants de l'industrie. Donc tout au long de l'année, on organise des événements en physique et en visio. On essaye de faire en sorte que ces formats soient enregistrés et que vous puissiez ensuite les récupérer assez facilement. Et l'objectif pour nous, c'est qu'on puisse travailler tous ensemble, main dans la main, pour faire avancer l'industrie et surtout avancer sur les sujets qui vous sont chers. Autour de ce collectif, il y a 4 entreprises qui se mobilisent en permanence pour créer ces contenus, créer ces événements
et vous apporter cette matière. Donc, il y a le Figaro étudiant pro, qui est le média professionnel de l'éducation qui accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans la stratégie de communication et de recrutement. On a Meet Your School, c'est la solution sur laquelle vous êtes là aujourd'hui, qui est une solution qui va vous permettre de digitaliser vos événements. Oscar CRM, qui est le leader du CRM dans le supérieur, pour vous gérer vos recrutements, vos candidatures, les relations entreprises, et bien plus encore. Et Magma, qui est une solution qui va vous permettre d'activer vos étudiants et les transformer en ambassadeurs tout au long de ce cycle de recrutement. Voilà, les petites présentations sont maintenant faites. Je suis ravi, avec toute l'équipe, de pouvoir vous inviter à nos 2 prochains événements. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir l'agenda pour noter les 2 prochaines dates. Le prochain événement en webinar aura lieu le 7 novembre sur le même format que celui-ci. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en scannant le petit QR code ici. C'est un webinar qui va être porté sur la thématique de l'international. En discutant avec vous, en vous appelant, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'établissements qui avaient des enjeux sur justement cette expansion au sein des écoles. Comment et quelle stratégie mettre en place pour justement investiguer cet espace international et repousser un peu les frontières. Donc, on est encore en train de mettre en place cet événement. Donc, si cette thématique vous parle, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On sera ravis de pouvoir vous avoir avec nous. Et deuxième date à noter dès maintenant, le 12 décembre. D'ailleurs, pourquoi il y a un S à décembre, une petite faute. Le 12 décembre, on se retrouvera au Figaro, dans les bureaux du Figaro, comme la dernière fois, pour notre conférence qui, du coup, se déroulera sur toute la matinée. Et là, on aura 2 sujets qu'on va traiter ensemble. Les enjeux de l'alternance, qui sont clés en ce moment. Ça fait partie des thématiques qui sont le plus remontées de votre côté quand on vous a interrogé sur les sujets que vous aviez envie de creuser. Donc, l'alternance étant au cœur de vos préoccupations, on en parlera durant une conférence d'1h30. Et la deuxième partie, c'est les étudiants ambassadeurs. Pareil, ça fait un petit peu partie de thématiques qui sont importantes pour vous. Et on aura l'opportunité de pouvoir échanger autour des bonnes pratiques sur le même format. Il y aura un petit cocktail déjeunatoire qui clôturera cette matinée. Donc, on sera ravis de pouvoir vous accueillir à Paris. Évidemment, ce n'est pas toujours facile pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. On essaye de capter les vidéos. C'est quand même une structure logistique assez lourde, mais on essaye de vous faire des formats qui vous permettent de le revoir après. C'est quand même une matinée aussi où c'est très sympa de pouvoir networker, rencontrer du monde. Voilà, donc on va passer rapidement à l'étude. Avant de laisser la parole à Jean-Philippe qui nous présentera les chiffres, on est très content de cette nouvelle opus parce qu'on a eu beaucoup de réponses. L'an dernier, on avait eu 2000, quasiment 700 personnes qui avaient répondu au questionnaire jusqu'au bout, qui rentraient dans notre cible d'étudiants en recherche d'une formation. Cette année, on a plus de 3500 personnes qui ont répondu, qui sont allées au bout de cette étude, comme vous pouvez le voir ici. Et surtout, c'est des gens qui, je pense, sont dans votre target de préoccupation. Donc, c'est plein de données qui vont pouvoir enrichir un petit peu vos réflexions, vos actions, on l'espère, pour cette nouvelle année et vos stratégies dans les années à venir. Et du coup, je vais accueillir avec moi dans ce petit webinar Jean-Philippe Messina. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Salut Edouard. Rebonjour, exactement. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a marqué principalement dans ces chiffres d'études et qu'est-ce que tu as envie de nous parler ce matin? Et effectivement, on a sorti 6 chiffres clés de cette étude des 5 grandes catégories qui sont couvertes par le baromètre. Pour rappel, ce baromètre se regroupe autour des catégories suivantes: rechercher sa voie, découvrir son futur, candidater, sélectionner et un retour plus global sur la préparation à la vie étudiante. Donc, dans ce cadre-là, le baromètre va vous permettre de répondre à tout un tas de questions, ou a permis de répondre à tout un tas de questions sur ces catégories. Et on a décidé de sortir un chiffre clé, voire 2 quand on avait du mal à choisir, autour de chacune de ces catégories. Donc, on peut commencer par la première catégorie, Edouard, autour de rechercher sa voie. Alors attention, parfois on va pouvoir enfoncer un certain nombre de portes ouvertes. Donc je m'en excuse par avance, mais c'est toujours bien de rappeler qu'effectivement la place du digital est de plus en plus importante aujourd'hui dans cette recherche. Elle s'inscrit de manière globale
dans un mix de physique et de digital, surtout du digital au début de la recherche et s'oriente vers du physique en fin de recherche. C'est important de le mettre. Post-Covid, on a eu vraiment de la recherche d'humain, d'accompagnement, de personnalisation, qui est principalement portée par le physique et sur lequel le digital tend à combler le retard, mais on va le voir justement plus tard dans l'étude, on n'est pas encore dans ce niveau de relation one-to-one que les étudiants peuvent attendre, et on va devoir développer cet aspect-là. Donc, élément important sur ce chiffre-là, aujourd'hui, du digital important, notamment en début de recherche, et surtout, élément crucial, 61% des candidats annoncent qu'ils ont participé à au moins un événement virtuel dans le cadre de la recherche de leur établissement. Donc ça veut dire 6 étudiants sur 10, c'est un chiffre qui est énorme, d'où l'importance mise autour des solutions techniques, d'animation de ces éléments, de prise de communication, parce que les étudiants sont friands de ces événements. Et n'oublions pas quelque chose, tout le monde n'est pas effectivement dans les grands bassins d'agglomération où vous organisez vos JPO, et on a un delta. Les zones plus rurales, c'est 3 étudiants sur 4 qui aujourd'hui sont intéressés par participer à des JPO, ou en tout cas à des événements virtuels. Donc c'est un des éléments autour de la recherche de sa propre voie qu'on a souhaité mettre en avant au niveau du collectif. Si on regarde maintenant le deuxième élément sur la découverte, la sélection ou le choix des établissements, qu'est-ce qu'il en ressort? Bien évidemment, Internet, les réseaux sociaux, on l'a dit, les JPO, vont aider à affiner son choix d'établissement. D'où l'importance des investissements que vous avez réalisés sur vos sites Internet pour clarifier les parcours, préciser vos formations, mettre en avant les spécificités. Donc là-dessus, les étudiants l'ont bien appréhendé. Les infos qui vont être recherchées sur les écoles, ça va être bien sûr la renommée. Il y a un gros focus et une grosse envie d'information sur l'employabilité. Vous le verrez dans le baromètre. C'est vraiment des enjeux forts pour la sélection d'un établissement de la part des étudiants. Donc ça, c'est important. Et élément qui aide au choix, c'est notamment la recherche d'avis des étudiants, des échanges. C'est une des thématiques qui seront évoquées lors de notre matinée de conférence du 12 décembre, Édouard l'a dit. Et aujourd'hui, il y a 46% des étudiants interrogés qui ont déclaré avoir été en relation avec un étudiant ambassadeur d'une école. Donc effectivement, on a un vrai levier de création de proximité, un vrai levier grâce à vos étudiants pour pouvoir faire la promotion de votre école et faciliter vos recrutements demain. Donc je vois dans le chat que quelqu'un ne m'entend pas, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un problème que vous avez tous. En tout cas, on va vous envoyer un petit numéro et vous allez pouvoir appeler. Du coup, si vous ne nous entendez pas, on va vous contacter. Edouard, tu me confirmes, on m'entend. Ouais. Donc effectivement, 46%, donc près d'un étudiant sur deux qui a été en contact avec un ambassadeur. L'année dernière, c'était 35%. Donc on se rend bien compte qu'à mesure que les investissements sont réalisés par vous au niveau des écoles, et ben de plus en plus de personnes, de plus en plus d'étudiants sont séduites par ce côté digital que vous leur offrez, cette possibilité d'entrer en contact sans avoir forcément à se déplacer. Et ça va être un vecteur de choix extrêmement important par rapport à la cible digitale que sont aujourd'hui vos futurs étudiants. Donc ça, c'était pour le deuxième aspect sur la découverte du futur. Le troisième point qui est aussi assez marquant, c'est à combien d'écoles les personnes vont candidater, que ce soit via Parcoursup, via vos sites directement. On remarque d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de candidatures qui s'opèrent en direct grâce à votre site, puisqu'aujourd'hui, il y a 8 étudiants sur 10 qui n'hésitent pas à candidater directement sur votre site. Donc, encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, le reflet de vos investissements sur le digital, les parcours qui sont de plus en plus clairs facilitent d'un côté sans doute votre conversion, mais aussi ça facilite l'attrait de votre école auprès des étudiants. Et en plus, cet attrait, il est d'autant plus important qu'on remarque un nombre de plus en plus faible d'écoles auxquelles les étudiants candidatent. Donc une concentration des efforts des étudiants sur un nombre limité d'écoles. C'était 70% d'étudiants qui candidataient sur moins de 5 écoles l'année dernière. Cette année, c'est 83%. Donc on a 13 points de plus en termes d'étudiants. 83%, ouais 83, pas 82 comme dans le texte, qui du coup décident de candidater sur moins de 5 écoles. Donc effectivement, il va y avoir une promotion du first touch, ou en tout cas un intérêt à se situer
parmi le peloton de tête des écoles, en jouant sur votre employabilité, sur tout un tas de critères qui seront déterminés dans l'école pour pouvoir faire partie effectivement des 5 premières écoles qui seront sélectionnées par 83% des étudiants. Concernant cette candidature, pardon, je prends mes notes, c'est ce qui est indiqué derrière. Donc, il y a une concentration des choix des étudiants sur un nombre plus limité d'écoles. Et parallèlement à ça, ce qui est ultra positif, c'est d'avoir une satisfaction des étudiants sur leur expérience de candidature qui soit meilleure d'année en année. Aujourd'hui, c'est quasiment 60% des étudiants qui déclarent avoir eu une bonne ou une très bonne expérience de candidature. C'est un chiffre en progression de 17 points. Donc effectivement, les investissements que vous réalisez sur vos sites, tous ces investissements digitaux, vous pouvez voir le bénéfice au travers de cette satisfaction des étudiants qui est extrêmement importante. Donc vous avez la possibilité d'avoir les chiffres de 2024. On a les chiffres des baromètres de 2023 aussi pour vous montrer qu'effectivement, il y a vraiment une tendance à l'amélioration globale de cette expérience candidat qui est le reflet de ces investissements. On a parlé de trouver sa voie, estimer quelles sont les écoles, candidater, ensuite comment se fait la sélection. Une fois que les étudiants se sont inscrits, derrière, ça va être la course effectivement aux échanges, aux interactions pour que définitivement le choix se porte pour votre école. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de canaux classiques. Les canaux classiques utilisés sont principalement l'email. Il y a 95% d'entre vous qui interagissent avec vos étudiants par email. En revanche, le SMS, le téléphone, le chat ne sont jamais utilisés par plus de 40% d'entre vous, alors qu'ils correspondent à des besoins de proximité que les étudiants vont favoriser. Si on prend l'exemple du SMS, on voit que 60% des étudiants n'ont jamais reçu un SMS de la part des établissements et seulement 12% d'entre eux en ont reçu 2 fois par mois. Alors que par opposition, sur l'email, où on a une facilité effectivement de prise en contact avec l'email, il y a 63% des étudiants qui du coup ont été sollicités plus de 2 fois par mois. Donc je pense que ce que ça signifie, c'est qu'effectivement, il y a actuellement une diversification des canaux, puisque les chiffres de contact avec les étudiants sur les canaux de courrier, SMS, téléphone augmentent par rapport à l'année dernière. Néanmoins, il y a une concentration toujours au niveau des emails, ce qui derrière se retranscrit par des besoins d'optimisation en termes de, ça c'est le slide d'après, en termes de personnalisation des échanges. Une personnalisation qui est jugée très positive par 40% et 45% des répondants, quant à eux, estiment que la personnalisation pourrait être un petit peu optimisée. Donc, est-ce que c'est lié au canal utilisé via le mail? Est-ce que c'est lié effectivement au fait qu'on n'est pas suffisamment ou vous n'êtes pas suffisamment pluricanaux dans votre manière d'appréhender les étudiants? C'est des éléments qu'on pourrait essayer de mettre en avant si ça vous semble intéressant dans le cadre d'une de nos prochaines conférences ou lors de nos prochains webinaires. En tout cas, c'est positif puisqu'on s'améliore d'année en année et vous vous améliorez d'année en année. Néanmoins, il reste encore bien sûr toujours une marge de progression qui pourrait être intéressante d'aller combler. Enfin, dernier pan effectivement du baromètre. Comment s'est passée mon expérience au global? On l'évoquait un petit peu tout à l'heure. Pour 35% des étudiants, l'expérience, elle est moyennement ou peu satisfaisante. Ce chiffre était de 45% l'année dernière. Donc mécaniquement, on baisse. La satisfaction globale s'améliore. 65% des étudiants satisfaits de leur expérience de candidature, c'est un très bon chiffre, mais on le voit, on a encore une capacité, il y a un peu de headroom devant nous pour pouvoir maximiser effectivement cette expérience qui aidera les étudiants à rentrer de plein pied dans votre établissement pour leurs années de scolarité. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à vous. Et du coup, avant de donner la parole à Thierry et de pouvoir échanger tous ensemble, je vais prendre les quelques questions que j'ai vues passer. Du coup, évidemment, vous recevrez l'étude en PDF juste après l'événement. Donc, ne vous inquiétez pas. On ne va pas diffuser les slides là parce que tous les chiffres sont détaillés dans l'étude avec plus de granularité. Donc, ce sera encore plus intéressant pour vous d'avoir le fichier. Je vois plusieurs questions auxquelles je pense qu'il est intéressant de répondre. La première, la cible de ce questionnaire, comme le disait Florence, alors c'est un questionnaire qui a été envoyé
à plus de 100 000 personnes, à la fois sur les bases de Meet Your School, donc des gens qui ont participé à des événements durant l'année d'orientation et de formation en ligne, mais aussi communiquer auprès des jeunes qui sont touchés par le média Le Figaro étudiant. Donc, on a un volume global de personnes qui ont été touchées qui est quand même très significatif. Et là, les 3600, on est vraiment sur des gens qui sont allés au bout d'un questionnaire qui nécessitait 40-45 minutes pour aller au bout. Donc, on est sur plutôt du quali. Je rebondis également sur Ferrandi qui demande, effectivement, il y a un décalage entre certains chiffres qu'on peut avoir via Parcoursup, où typiquement on a vu le chiffre de candidatures exploser, et nous on constate tous côté Parcoursup, ou parce que voilà, on déclare entre 10 et 15 vœux dans Parcoursup, en tout cas c'est les chiffres qui sont sortis, et en fait on se rend compte que nous dans le déclaratif, quand on interroge les jeunes sur cette même question, alors est-ce que c'est parce qu'on avait vraiment une population qui a beaucoup moins candidaté? L'analyse qu'on peut aussi en faire, c'est qu'ils ont le sentiment peut-être de pouvoir candidater à beaucoup de choses via Parcoursup, donc très facilement ils candidatent un petit peu partout, mais derrière, dans les candidatures qu'ils font, en tout cas qu'ils se souviennent ou qu'ils espèrent voir aboutir, on est sur des chiffres bien moindres, qui sont en progression aussi de notre côté par rapport aux chiffres des années précédentes dans l'étude, mais en tout cas, quand on leur pose la question, les jeunes, ils ont le sentiment, en tout cas, il y a un décalage entre les chiffres qu'on peut constater dans Parcoursup. Donc peut-être que dans Parcoursup, ils mettent plus de choix parce que c'est facile et parce que du coup, ils doivent assurer un choix final. En tout cas, nous, on constate qu'effectivement, entre le déclaratif et le factuel, on a un différentiel très gros. À vous ensuite de faire vos propres analyses. Il y avait aussi une question sur des petits détails de qu'est-ce que veut dire messagerie, les ambassadeurs online, offline. Pareil, regardez l'étude, ce sera détaillé. Sur ce qui est des ambassadeurs, c'est vraiment le point de contact avec un ambassadeur, donc ça peut être du physique comme du online. Sur les messageries, on est plutôt sur les messageries sociales, donc les WhatsApp, les Instagram, tout ça, tout ce qui va être dans la messagerie interactive des jeunes. 35% d'insatisfaction, vous expliquez par un manque d'accompagnement des établissements ou un manque de personnalisation. Alors pareil, là c'est un chiffre qui est donné hors contexte. Vous allez voir que dans l'étude, il y a plusieurs endroits où on leur demande de la satisfaction, un petit peu à différents endroits du funnel. Donc je vous laisserai aller un petit peu plus profond, plus en profondeur dans les résultats de l'étude. Vous allez en apprendre beaucoup plus. Mais en tout cas, tout ça est expliqué avec plus de détails. Comme on est vraiment sur la satisfaction de ces candidats, on a essayé de leur poser ces questions un petit peu tout au long du parcours. Je clôt rapidement cette partie. J'ai vos questions sous les yeux, donc continuez à nous envoyer vos questions, mais je vais enchaîner pour qu'on puisse avoir un échange avec Thierry. Bonjour Thierry, rebonjour Thierry. Il faut que j'active le micro. Bonjour. Voilà, c'est mieux. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps ce matin pour venir échanger sur les résultats de l'étude. L'idée, c'est qu'on puisse avoir votre avis sur ces changements, ces mutations, ce qu'on peut constater dans l'étude, mais aussi surtout ce que vous pouvez constater au quotidien au sein du groupe, au sein des établissements. C'est ça aussi qui nous intéresse. Et puis moi, de mon côté, je vous invite à poser vos questions tout au long de cet échange pour que je puisse les remonter et qu'on puisse déjà interagir. Et on prendra le temps, comme je l'ai fait là, de remonter les questions à la fin. On prendra 5-10 minutes pour clôturer ces échanges. Voilà, ça vous va Thierry? Très bien. Nickel. Et déjà, vous de votre côté, comment est-ce que vous appréhendez cette notion d'expérience de candidature et qu'est-ce que dans les dernières années, vous avez essayé de mettre en place, de déployer pour arriver à contrer, améliorer tout ce processus? Comment vous vivez ça au sein du groupe? C'est une très bonne question. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts des équipes. Parce qu'on parle beaucoup d'outils, mais derrière les outils, il y a quand même beaucoup de personnes qui doivent soit penser le séquençage quand vous travaillez sur les leads et des gens qui sont suspects, prospects, soit effectivement rentrer dans une expérience personnalisée. C'est un peu le point que vous évoquiez sur l'ensemble des canaux, avec le fait qu'au départ,
on va dire qu'ils arrivent sur un site web et qu'à la fin, ils arrivent dans une JPO, rencontrent un prof auquel ils s'identifient, un étudiant, ambassadeur auquel ils s'identifient, avec lequel ils vont pouvoir avancer. Donc, je trouve que c'est assez représentatif de ce que vous évoquiez, avec effectivement, on voit que notre secteur, il se transforme de la même façon que les autres secteurs. Google, il y a quelques années, avait parlé du zero moment of truth. Donc, premier moment de vérité, pardon, je vais le faire en français. C'était historiquement, quand vous étiez dans un rayon, vous preniez un fromage et deuxième moment de vérité, chez vous, vous mangez le fromage, est-ce qu'il est bon, pas bon? Et en fait, toutes ces expériences, et c'est un peu ça le sujet que vous avez sur les ambassadeurs, ou qu'on retrouve dans les avis qu'on va récupérer sur les pages Google, etc., on se rend compte qu'il y a quand même toute l'expérience de nos candidats actuels, nos étudiants, va nourrir le premier moment de vérité, enfin le moment de vérité zéro, avec des traces digitales qu'on maîtrise ou pas, sur lesquelles les étudiants vont se forger une idée de la réputation d'un établissement, parce qu'ils vont aller voir un avis positif, négatif, et que c'est ça qui va leur donner envie de creuser. Il y a aussi tout un levier qui est hyper intéressant, je trouve, et après j'avais mis 3 points de discussion, mais je réagis à chaud, c'est effectivement ce que je trouve aussi hyper, non pas difficile, parce qu'on y travaille tous, mais ce qui est, on a parlé de personnalisation. Et en fait, la personnalisation, on peut le faire plutôt dans la fin du tunnel, quand on finit par connaître vraiment le candidat. Je sais qu'il y a plein de... mais au début, et je pense que vous êtes un peu comme eux, au début, on ne livre pas forcément toutes les informations. C'est-à-dire que on est déjà content, enfin je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on est déjà content quand on récupère une adresse mail et qu'elle est valide. Et après, on est content de savoir si c'est un lycéen, etc. Donc en fait, il y a vraiment toute une ingénierie, mais on passe tous par là, hein. Il y a toute une ingénierie pour qualifier au fur et à mesure de la relation avec, on va dire, une adresse email au départ et puis un individu identifié plus en avance, qualifier vraiment ses attentes et ses sujets. Et c'est vrai que quand on regarde après les autres éléments sur le nombre de vœux, je suis content que vous, enfin, à titre personnel, je suis très content que vous le quantifiez, parce qu'effectivement, on sait que dès qu'on arrive sur les sessions d'admission parallèles, et c'est un peu en lien avec ce que je disais sur l'orientation et les croyances, en fait, on est dans un système où l'enseignement supérieur est quand même très dicté par des choix qui vont être faits en seconde. C'est-à-dire qu'en seconde, enfin fin de seconde, vous choisissez vos spécialisations au lycée, et en fonction des spécialisations que vous allez choisir, est-ce que vous allez pouvoir aller vers des carrières scientifiques, techniques, ou est-ce que ce sera sciences humaines et sociales ou autre chose? Voilà, ça va quand même être un début. Donc en fait, on voit aussi beaucoup plus de gens, donc là vous avez des lycéens et des gens dans l'enseignement supérieur qui répondent, mais on a aussi beaucoup de prises de renseignements et de candidats qui sont très tôt, enfin des secondes, voire même plus tôt, qui s'interrogent sur nos écoles de façon générale, avec un enjeu qu'on partage tous, c'est un peu ce que je voulais dire sur les croyances. Enfin, là, il y a eu un baromètre par Elle Bouge sur les représentations des femmes ingénieures lundi dernier, une présentation des résultats. On voit bien qu'il y a quand même encore des stéréotypes et que t'es pas fait pour les sciences, etc. C'est pas enfin voilà, c'est des mots qu'on entend encore aujourd'hui. Donc on sait qu'on a vraiment besoin, et ça fait partie aussi de tout l'arsenal qu'on va déployer. L'ensemble des établissements, en fait, commencent à donner de la visibilité sur leur site internet, vous avez parlé d'employabilité, mais effectivement, avant même l'employabilité, c'est quel métier? C'est-à-dire qu'il n'est pas rare que vous fassiez une école de management en vous disant, je vois à peu près ce que c'est la finance, voilà. Mais il y a des métiers qui sont préparés en école de management, par exemple le management des systèmes d'information, qui vont être à la frontière entre les informaticiens et les gens des métiers, qui vont être préparés en management des systèmes d'information. C'est des métiers qu'on ne connaît pas quand on est au lycée, sauf si on a un parent dans le domaine, voilà. Et finalement, c'est des métiers qu'on va découvrir en grandissant au moment de l'expérience. Donc c'est vrai que sur la partie de l'orientation, déconstruire les croyances, se dire aussi, j'ai un bac STI 2D, est-ce que je peux faire une école d'ingénieur? Enfin, il y a plein de questions en fait sur lesquelles on va très en amont de l'expérience étudiante accompagner des gens qui se posent des questions, et on contribue tous, quelles que soient les écoles qui sont représentées ici, à déconstruire des mythes, à se dire qu'il y a des carrières dites professionnalisantes qui sont hyper valorisantes, hyper valorisées, dans lesquelles on va pouvoir vraiment se réaliser, qu'il y a des carrières longues, il y en a qui vont aller jusqu'au doctorat, voilà, ça on ne le sait pas, mais c'est vrai qu'on participe tous aussi très en amont du schéma de l'expérience étudiante à orienter, enfin c'est un peu ce que vous disiez, rechercher sa voie, mais voilà, c'est malheureusement pas qu'au lycée. Enfin moi je me souviens, post-Covid, petite anecdote, post-Covid, première séance sur laquelle je vais,
je vois une étudiante en pleurs qui se rendait compte qu'en fait, les spécialisations qu'elle avait choisies en terminale ne lui permettaient pas de faire ce qu'elle voulait faire. Ça va, c'était un salon très tôt, donc je lui ai suggéré d'aller voir son chef de lycée pour changer tout de suite de spécialisation. Mais voilà, ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent, un grand nombre de candidats, surtout post-lycée, arrivent un peu démunis. Et voilà, donc c'est pas que le lycéen qu'on accompagne, on accompagne des gens en seconde, des gens en première et des gens en terminale. Et du coup, sur cette partie-là, c'est super intéressant parce que je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on fasse évoluer dans notre étude. Mais est-ce que vous, côté école, ces personas qui sont différents sur des temporalités différentes, si je suis en seconde et que je pose déjà des questions et que je vais déjà voir une école pour avoir des informations, est-ce que vous avez un parcours spécifique d'accompagnement où finalement aujourd'hui ils sont traités dans une globalité? Est-ce qu'un seconde qui arrive, vous lui donnez des échéances d'accompagnement sur les 3 prochaines années pour qu'il vous rejoigne? Ou est-ce que finalement on va lui dire reviens dans 2 ans et on va l'accompagner comme un terminal normal ou autre? Non, on va pas les. Enfin, on va pas les. Vous parliez de fréquence de communication. Je pense qu'on est tous respectueux des gens avec lesquels on communique. Donc, en fait, en fonction de votre degré de maturité et aussi en fonction de ce que vous êtes dans la cible ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on va pas les garder en base de données parce que ils voulaient découvrir ce que sont les métiers de l'ingénierie, par exemple, ils se rendent compte qu'ils sont pas faits pour, etc. Donc non, on a quand même tous des enjeux aussi derrière. Alors, c'est très intéressant parce que derrière la technique, il y a des hommes, et derrière les hommes, il y a aussi des segments. Donc on en revient souvent à des techniques. Vous parlez de persona, mais oui, on va avoir tous, je pense, ici présents, des enjeux de nettoyage de nos bases de données. Voilà. Mais c'est vrai que quelqu'un qu'on va rencontrer tôt, on va pouvoir, entre guillemets, vieillir la base de données et se demander, dans la limite de RGPD, tatati tatata, enfin voilà, on est quand même très contraint et très encadré, et c'est pas plus mal. On va pouvoir se poser la question de se rappeler à lui quand il va passer en année supérieure. Mais le gros, effectivement, c'est ce qu'on voit ici, le gros des leads qualifiés sur lesquels les gens acceptent de nous parler un peu plus d'eux et de leurs projets, ça va être effectivement Parcoursup avec le jeu des vœux, des sous-vœux et des gens qui sont complètement perdus. Donc je peux comprendre effectivement qu'ils étaient vraiment candidats à 2-3 formations parce que dans les lycées, on leur dit il n'y a plus de vœux, enfin il n'y a plus de hiérarchie des vœux, mais quand vous allez devoir répondre, faut vous ayez en tête une hiérarchie des vœux. Donc peut-être que le fait qu'on leur dise pensez à c'est quoi votre top 1, votre top 2, votre top 3, ça conditionne le fait qu'ils étaient vraiment candidats à 2-3 écoles et pas forcément à l'ensemble des vœux qu'ils ont pu mettre à la queue pour sécuriser une place en se disant je ferai une admission parallèle. Et ensuite, effectivement, plus vous mûrissez votre projet professionnel, parce qu'il y a quand même une valeur ajoutée de l'enseignement supérieur qui fait qu'on va découvrir que dans le domaine du management, on est plus à l'aise avec la finance, donc on devra aller vers des spécialisations en finance pour aller jusqu'au bac plus 5. Par exemple, les gens finissent par avoir leurs propres amis qui sont passés dans d'autres écoles et avoir une vision de là où ils pourraient être. Ils sont parfois dans des entreprises qui vont aussi avoir des très belles visions de certaines écoles. Donc effectivement, plus on avance, plus le nombre de candidatures diminue et plus il faut effectivement qu'on soit collectivement bon, parce que je pense que les gens vont en traiter 2 ou 3, mais ils en avaient peut-être fait des approches avec 5 ou 6, et les 2 ou 3 qui vont sur lesquelles il y aura des candidatures, c'est celles qui ont été les plus rassurantes. Et il y a un point, je fais le lien avec votre conférence du 12 décembre, on en avait un peu parlé en parallèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'expérience étudiante, on voit la montée de l'alternance à tous les niveaux, post-bac vers les BTS, les bac plus 3, enfin licence pro, bachelor, etc. Donc on voit arriver une montée de l'alternance et on voit aussi arriver des attentes un peu plus particulières dans la façon de candidater des gens à l'alternance qui vont être admis à une école, parce qu'il faut réussir le concours d'accès à l'école. Rappelons aussi que ces sélections d'admission, les écoles sont sélectives pour pas intégrer des gens qui vont pas réussir. Voilà, on n'est pas juste là pour intégrer des gens, on est là pour les amener quand même jusqu'à un diplôme et un métier. Et quand ils sont ce candidat à l'alternance, vous parliez d'employabilité tout à l'heure, ils vont avoir des attentes très concrètes sur les partenariats entreprises. Est-ce qu'il y a un forum sur lequel il va y avoir des offres sur l'alternance? Donc en fait, les parcours de candidature se complexifient en rentrant même plus simplement au niveau des différents programmes des écoles, mais des modalités de suivi aussi de la formation, parce que il y a
Donc, mais après, vous faites un baromètre et donc avoir des questions qui restent les mêmes tous les ans, c'est super important. Vous ne pouvez pas changer tous les ans les questions. Exactement. Donc, on en a un peu parlé avant. Mais c'est vrai que si vous pouviez… peut-être qu'on verra émerger des attentes quantifiées, parce qu'on les voit émerger clairement, des attentes différentes selon qu'on est candidat à l'alternance et qu'on est candidat à l'initiale. Parce que l'alternance, en fait, vous êtes accompagné, coaché, et comme ça prend plus de temps pour réussir à trouver et l'école et l'entreprise, je pense que ça joue aussi sur le nombre d'écoles qu'on va viser. Parce qu'on ne peut pas répondre favorablement à toutes les sollicitations pour revoir les CV de l'ensemble des écoles qui pourraient peut-être travailler avec nous. J'en profite de cette petite interlude avant de passer à la deuxième partie, mais il y a pas mal de petites questions sur les répondants, etc. Donc, pour clarifier, alors il y a des questions qui sont internationaux ou français. Nous, on s'est concentré sur les gens qui ont postulé dans des établissements en France, qui lisent évidemment le questionnaire en français aussi, et qui ont été dans ces environnements de candidature. Donc, il y a quand même une très, très grosse majeure partie des gens qui sont français, possiblement des gens internationaux, mais en tout cas la cible n'était pas d'aller chercher des gens internationaux. Sur la partie échantillon, en fait, on a pris des gens qui, tous les 3600, sont des gens qui ont postulé dans des écoles. Donc par défaut, plus de gens qui ont répondu à l'étude dans sa globalité, mais nous, on a identifié que ceux qui étaient des candidats pour aller au bout de tout ça. Et donc on a, vous verrez pareil dans les chiffres de l'étude tout au départ, ceux qui étaient étudiants, ceux qui étaient en université, ceux qui sont passés en master, en école supérieure privée. Tous ces chiffres-là sont détaillés dans le préambule de l'étude. Donc, vous aurez une réponse à toutes ces questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions sur les propos qu'on est en train d'échanger, avec plaisir. Alors, je vois qu'il y a quelques problèmes techniques de vidéo. Je ne sais pas si vous me voyez encore bien. Je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est tout le monde. Thierry, ça se passe bien pour vous? Vous me voyez bien? Ouais, c'est bon. Mais… Ouais, moi aussi. Ok. Bon, dans tous les cas, ça va être enregistré. Donc, pour ceux qui ont un petit problème, vous pourrez reprendre peut-être l'échange à ce moment-là. Si on bascule sur la deuxième partie de votre thématique, Thierry, du coup, cette première impression avec les établissements aujourd'hui, comment est-ce que vous l'abordez? Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, vous avez déjà parlé des salons, des points de contact que vous avez. Pourquoi c'est important et en quoi cette première impression doit être bonne? En fait, oui, c'était… j'ai déjà effectivement un peu abordé. Comme les candidats, plus ils progressent, plus ils deviennent sélectifs dans le nombre d'écoles parce que voilà, ils ont défini des projets professionnels et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils vont dans des écoles qui correspondent vraiment à ce qu'ils veulent faire. Qu'ils ont un nombre de vœux, si on va sur Parcoursup, il y a un nombre de vœux, donc il faut faire des choix. Si on va sur les modes de sélection qui vont passer par des concours, quand on rentre sur des concours, il y a souvent des frais de concours, etc. Donc en fait, déjà convaincre quelqu'un d'aller jusqu'à la candidature, c'est-à-dire qu'en fait, on a plein de gens, mais déjà réussir à les faire aller à la candidature, c'est un premier travail. Et pour moi, c'est là cette première impression, c'est le passage où se dire, tiens, c'est une école où je pense que je vais pouvoir réussir. Et on se rend compte que, effectivement, comme les candidats n'ont pas beaucoup de temps, parce que tous ceux qui sont déjà en études supérieures, ils ont quand même des cours, ils ont des stages, voilà. Donc en fait, on est tous face à des gens qui ont, des arbitrages à faire. Mais il est clair que les efforts, vous parliez des efforts faits sur les sites web, etc., ou sur les JPO vont être très importants parce que si le site web ne charge pas, si les formulaires sont trop compliqués pour aller chercher les informations, si on demande trop d'informations, c'est compliqué. Donc en fait, c'est vraiment la question d'être au juste niveau pour que les candidats soient bien. Et c'est vrai que c'est là où on va essayer de passer du digital au physique pour que les candidats puissent se projeter dans un environnement qui correspondra à où ils seront les années d'après. Donc il y a beaucoup de travail multicanal qui sera le point, qui du coup déclenche le point d'après sur justement ces complémentarités de canaux qu'on va avoir. Mais la première impression, quand je parlais de Zero Moment of Truth, elle est stratégique. Il y a plein de traces sur les écoles qui existent indépendamment des écoles. Et voilà, je sais pas
Si certains d'entre vous achètent chez Amazon, mais combien parmi vous vont filtrer que des produits qui ont 4 étoiles ou plus? Je sais pas. Ou combien vont regarder que les très mauvaises expériences? Voilà, donc et donc les gens vont, enfin, sur tout ce qui est le digital, les étudiants sont des internautes comme les autres et s'ils sont en train de rechercher un nombre d'étoiles, ils vont regarder un nombre d'étoiles. S'ils sont en train de vouloir regarder ce qui s'est moins bien passé, ils vont faire ça et voilà, donc on a besoin, non pas de travailler les avis, ça c'est pas le sujet parce qu'il y en a beaucoup qui existent et on génère tous des avis, mais on a besoin effectivement de travailler tous les canaux sur lesquels on a la main, donc le site internet, le téléphone aussi. Enfin, il y a aussi des gens qui appellent, hein, et c'est vrai que quand vous appelez que vous pouvez pas joindre parce que personne ne répond, enfin, vous perdez des gens. Enfin, donc on a vraiment besoin d'avoir une approche multicanale et des équipes qui sont formées à comprendre très rapidement dans quelle catégorie se situe la personne qui appelle, parce que voilà, on n'a pas les mêmes attentes quand on est au lycée ou quand on a déjà un bac+3 et qu'on veut poursuivre en alternance. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin sur cette approche multicanal et point de contact, sur les 2, 3, peut-être 4 dernières années, c'est quoi un petit peu les choses marquantes que vous avez pu soit vous mettre en place ou soit voir à côté, ou les projets de perspective que vous avez de votre côté en cours de déploiement pour justement multiplier ces points de contact et ces endroits où les gens peuvent avoir cette première impression ou cette deuxième? C'est quoi un petit peu ce que vous avez mis en place de votre côté? Moi, je vais pas. Alors, je vais manquer de modestie. En fait, j'ai la chance d'avoir rejoint le pôle avec des équipes qui étaient et qui sont toujours assez en avance sur le digital, la gestion des points de contact et avec une vraie appétence sur tous les KPI. Donc voilà, si jamais ils me regardent, je les félicite pour ça. Donc par contre, non, le point sur lequel on a un peu plus travaillé, c'est finalement moins ce digital qui répond à des personas et sur lesquels voilà, on peut travailler, mais ça va être finalement le passage du digital au réel. Ouais. Avec deux éléments, mais je pense qu'on l'a tous vu. Quand même une multiplication d'événements physiques sous différents formats, des événements longs, des événements moins longs. Effectivement, on garde aussi du digital parce qu'on a des gens qui n'ont pas les moyens de venir le jour J et qui sont aussi à la recherche d'informations. Donc, on a aussi des formats type webinaire sur lesquels on a présenté des programmes, etc. Mais on a plus, je pense qu'on a tous vécu ça, un peu plus d'événements qu'à par le passé. Et comme les programmes se complexifient parce que les attentes des gens sont de plus en plus précises, on passe aussi peut-être un peu plus de temps à redonner une vraie compréhension de l'ensemble des programmes à l'ensemble des personnes pour qu'ils ne soient pas juste en train de dire tu viens rejoindre une école, mais qu'ils soient capables de parler de la spécialisation A ou de la spécialisation B, voire même comprendre que dans le groupe, il y a des écoles qui ont des produits comparables. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment être plus professionnel puisque les gens arrivent avec des questions de plus en plus tôt. Donc quand ils arrivent au moment de dialoguer avec nous, ils ont des questions de plus en plus précises. Donc on est obligé d'avoir des gens capables d'être de plus en plus précis dans les réponses. Super. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces informations. Est-ce que dans l'audience, alors j'ai cru voir que il y a eu effectivement des petits lags à certains moments, mais tout semble revenu dans l'ordre. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience? On va passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, soit sur l'étude, soit sur le groupe en question. Alors, je vois une question qui arrive. Savez-vous si les jeunes vont toujours dans les différents salons type l'étudiant ou le digital est un domaine privilégié à investir? Voilà, donc on en a rapidement parlé, Thierry, mais sur cette partie-là des salons et de la partie digitale des salons, c'est quoi un petit peu votre point de vue sur la fréquentation des jeunes de ce point de vue-là? Même si on a Jean-Philippe aussi peut-être qui peut donner des chiffres sur la fréquentation des jeunes. Aujourd'hui, on est obligé de faire les deux. Parce que c'est pas les mêmes, parce que ça répond, mais c'était un peu ce qui était présenté en introduction, ça répond presque à deux moments différents. C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur un salon, oui, vous avez des gens un peu perdus, donc soit ils sont très en avance, des secondes,
qui arrivent et qui sont en train de vouloir comprendre ce qu'est une école d'ingénieur et qui du coup vont aller à la première, voir ce que c'est, puis une école de management, puis il y avait un salon ce week-end, une école d'ostéopathie, voilà, pour découvrir différents métiers. Et puis voilà, il n'y a pas de parcours type dans le salon. Mais après, voilà, quand vous rencontrez des gens qui sont déjà dans l'étude supérieure, quand ils vont dans un corner management ou école du numérique ou école d'ingénieur ou école de création, enfin là vous voyez qu'ils ont déjà entre guillemets des étoiles dans les yeux, qu'ils ont déjà des a priori et ça va être un peu différent. L'avantage des salons aussi, c'est que on va souvent parler à une dyade. On va pouvoir parler aux candidats et souvent les parents. Sur les plus jeunes, vous allez avoir les parents avec, alors que sur la relation au digital, et c'était un peu le premier slide que vous avez présenté, de mémoire, vous avez 9% de parents, je crois, qui répondent dans l'échantillon. Qui sont très impliqués dans le... Oui, mais et c'est vrai que c'est aussi une cible qui va s'impliquer pour essayer de comprendre, décrypter Parcoursup, hors Parcoursup, etc. Donc il y a plein de questions de ce type-là, mais il faut faire les deux parce que effectivement le digital présente l'avantage d'être accessible 24 heures sur 24. Donc oui, il y a il y a les éléments en live, mais il y a aussi pas mal de gens qui vont consulter les replays. Ils s'inscrivent juste pour consulter quand ils veulent l'information. Et voilà, je pense qu'on est aujourd'hui obligé d'être sur les deux parce que ça correspond à des moments complémentaires dans le parcours de candidature des jeunes. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Vous êtes timide ce matin, alors que de notre côté, on bat le record d'audience de nos webinars, donc vous êtes très nombreux. N'hésitez pas, on va encore rester quelques minutes ensemble, on va gentiment atterrir sur ces échanges. Encore merci Thierry pour votre venue, pour votre transparence et aussi votre analyse de toute cette étude. Je le redis pour ceux qui viennent de prendre en cours, mais les résultats de l'étude seront disponibles juste après. Vous pourrez les télécharger en PDF, vous aurez accès par email. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors il y a des questions qui arrivent. Comment la reconnaissance RNCP influence-t-elle le choix d'une formation initiale et en continu hors alternance? Alors, nous, de notre côté, ça fait partie aussi d'un pan de réponse qui n'est pas posé dans la précision exacte comme celle-ci, mais dans quelle mesure le diplôme et donc le fait que la reconnaissance du diplôme influe dans le choix de l'étudiant. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais encore une fois, ils seront dans l'étude, donc vous pourrez les voir. Est-ce que vous, Thierry, c'est quelque chose que vous avez... vous pouvez constater de votre côté en termes d'impact dans le choix? C'est compliqué. Enfin, quand je dis que c'est compliqué, c'est aujourd'hui la grande partie du débat, parce qu'en fait, vous avez, il y a eu le débat sur formation RNCP versus formation visée, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui reste qui a encore qui a des échos. Donc là, on a un nouveau gouvernement et puis ça va revenir. Et c'est vrai que les parents sont perdus. Les parents sont perdus sur ce que ça veut dire. Donc en fait, je pense que c'est plutôt le décryptage de qu'est-ce que ça veut dire. Mais voilà, ce sont des diplômes qui sont professionnalisants et je pense qu'on a un sujet. Maintenant, je sais que c'est plutôt des questions de parents que, je pense, un vrai problème pour la plupart des acteurs qui délivrent des programmes qui sont adossés à des titres RNCP. Je ne sais pas si ça influence le choix, mais c'est beaucoup de temps passé pour expliquer ce que ça veut dire. Effectivement, on constate tous. Il y a d'autres questions sur TikTok, peut-être plus généralement, tous les médias sociaux et les contenus. Et donc, du coup, l'école Ferrandi demande que pensez-vous de TikTok pour échanger avec les candidats? Est-ce que ça peut être pertinent? Est-ce que vous avez investi dans TikTok, dans la production de contenu ou dans des médias sur ces plateformes-là, de votre côté? On est sur pas mal de canaux.
Et on est enfin, alors là, pour le coup, certains plus que d'autres. Mais enfin voilà, on est sur Instagram sans parler de TikTok. En fait, oui, ben, la difficulté qu'on a tous, c'est et là, c'est après des enjeux je veux dire, de RGPD et de partage d'informations et de données, aussi derrière ces choix de canaux. Mais enfin, je pense que collectivement, on s'interroge à aller sur les canaux où sont les étudiants, ou les jeunes plutôt que les étudiants. Donc voilà. Donc tout se développe. Il faut trouver les bons formats parce que c'est quand même, enfin, pour ressortir sur ces plateformes, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'on a besoin de faire ça parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont avoir eu leur première adresse email pour paramétrer leur compte Parcoursup. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, vous avez un téléphone, vous avez un numéro de mobile, ou quelqu'un, vous avez créé une adresse mail pour pouvoir activer le téléphone Android ou iOS, etc. Mais en fait, ils utilisent très peu les emails, les plus jeunes. Donc, on est forcément obligé d'aller sur autre chose. C'est vrai que c'est très intéressant parce qu'en fait, ils ne sont pas email. Donc, généralement, c'est les emails des parents. Et du coup, quand on les interroge, bah, les emails, comme ils vont pas dessus ou qu'ils savent pas à quoi ça sert, ils les ouvrent pas. Donc, on a effectivement besoin d'aller les voir ailleurs. Mais après, voilà, chacun doit faire ses choix, ses tests et surtout trouver les formats, quoi. Enfin, il faut être pertinent si on va sur un canal. Il faut pas juste être sur un canal pour l'ouvrir, il faut être sur un canal parce qu'on a quelque chose à y raconter, ce qui n'est pas forcément facile. Ok. Effectivement, je reboucle là-dessus, mais ça faisait partie d'une étude qu'on a produite l'année dernière sur les enjeux dans les CRM et les points de contact. Et on avait pu constater qu'effectivement, les SMS, WhatsApp et autres canaux étaient de plus en plus plébiscités, notamment parce qu'effectivement, les jeunes, de manière générale, n'ont soit pas encore d'email, soit un usage très limité du format email. C'est une étude que vous pouvez retrouver sur le site du collectif, qui est toujours disponible. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Je vais essayer de prendre les questions qui suivent. On va essayer d'avancer. N'hésitez pas à en poser d'autres. Alors, il y a Sub2V. Alors, je pense qu'il y a une petite faute dans le message. Que pensez-vous de l'impact du sport dans la transformation des leads? Je ne sais pas si le sport a un impact, mais peut-être qu'il y a une faute ou une transformation de texte automatique. N'hésitez pas à la reposer, que je la comprenne peut-être un petit peu mieux. Sur le téléphone, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, Thierry, il y a quelqu'un de l'ESPI qui me demande quels sont les meilleurs moments pour joindre les jeunes par téléphone. Alors, pareil, ça fait partie des choses dont on avait parlé dans des conférences précédentes, sur notamment la temporalité. Mais est-ce que vous, de votre côté, il y a des playbooks, il y a des choses particulières que vous avez pu mettre en place qui marchent mieux que d'autres ou encore une fois, on a les deux. Enfin, déjà, on a aussi pas mal d'appels pour de l'entrant, enfin pas mal d'appels entrants, donc on propose des créneaux. Voilà, okay. Vous prenez un rendez-vous pour parler à quelqu'un. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous savez pourquoi on vous appelle. Donc là, pour le coup, vous pouvez être très personnalisé dans vos réponses. Et après, oui, enfin, si on fait des appels, si on doit faire des appels, bon, comme tout le monde, on est au moment de la pause déjeuner ou autre chose. Maintenant, la difficulté, c'est que soit vous tombez sur quelqu'un qui décroche, soit vous tombez. Le téléphone est plus efficace sur l'entrant que le sortant parce que personne. Et puis je peux pas sûr. Enfin, je sais pas si vous avez des jeunes autour de vous, mais voilà, le téléphone, il l'utilise pour s'envoyer des messages et gérer plusieurs conversations en parallèle, mais la fonctionnalité voix, c'est pour envoyer des vocales, c'est pas pour répondre en direct live, parce que quand on est en direct live, on est concentré sur une seule chose à la fois, et voilà. Donc, non, je pense que vous parlez de WhatsApp, voilà, on va plutôt être sur WhatsApp, SMS, etc. Je pense que ce sera plus efficace, parce que ce sera consulté et ça arrive dans le chez le destinataire. Le téléphone, c'est plutôt nous être disponibles et proposer des plages qui peuvent commencer tôt, mais plutôt terminer tard pour échanger avec nous. Ok. Et du coup, ça reboucle peut-être avec la question de Sub2V qui a été corrigée. Il n'y a pas l'impact du sport, mais l'impact des SMS dans la transformation de lead. Et encore une fois, c'est des choses qu'on avait abordées dans l'étude
dans l'étude précédemment. Alors, il y a pas mal encore de questions sur l'échantillon de répondants. Encore une fois, 2 choses à savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un baromètre qu'on essaye de mener au cours des années, donc on garde les mêmes questions tout au long de cette partie-là. Donc évidemment, il y a des choses sur Parcoursup. On a isolé les gens qui sont Parcoursup ou pas Parcoursup, donc vous allez pouvoir avoir des informations sur ces échantillons-là. Et pareil sur les proportions d'élèves de lycée, les lycées interminales. Après, on n'a pas isolé une partie de cet échantillon pour faire des analyses plus poussées sur ces répondants-là, tout simplement parce que si on le fait, on va avoir des chiffres qui sont beaucoup trop petits. Et donc, on préfère rester sur la majeure partie des gens qui ont candidaté durant l'année sur des formations, peu importe d'où ils viennent. Donc, voilà, ça vous donnera normalement un peu plus de billes. J'espère que ça répond à vos interrogations. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir l'évolution de ces chiffres durant plusieurs années dans le temps. Donc, on essaye de maintenir ça. Je vais garder les questions sous les yeux. Si je suis passé à côté, n'hésitez pas à les recopier-coller. Désolé, le flux n'est pas toujours pratique. Encore merci Thierry, on va arriver au bout. On va vous laisser partir tous manger, déjeuner. J'espère que ce format vous a plu. Juste du coup, petit rappel, évidemment, nos événements. Il y a eu pas mal de petites questions au départ de la conférence sur l'événement du 12 décembre. Je vais donner quelques informations en plus. Cet événement du 12 décembre, il aura lieu dans les locaux du Figaro, dans le superbe, magnifique auditorium qu'on a déjà investi une première fois et qui est vraiment chouette. Attention, on a une limite de place à 100 personnes en physique. Donc là-dessus, vraiment, inscrivez-vous tôt. Et on compte sur vous pour confirmer votre présence parce que c'est de la logistique, c'est des moyens financiers, de restauration aussi qu'on met en place. Donc oui, on va vous demander si vous restez pour déjeuner avec nous ou pas. C'est aussi pour le bon fonctionnement de ce groupe et de cette communauté. C'est un événement qu'on laisse uniquement accessible aux établissements pour que vous puissiez être entre vous, échanger entre vous, vous rencontrer. Donc il n'y a pas à part nous, de prestataires, de consultants qui viennent pouvoir échanger. Ce n'est pas le but, c'est vraiment de pouvoir vous retrouver entre vous, échanger entre vous. Et sur la question du live de cet événement du 12, malheureusement, on ne fait pas de live, c'est des coûts beaucoup trop importants à mettre en place. Et aussi, on préfère que vous soyez là avec nous. On essaye de mettre en place de la captation pour faire du replay, ce qui n'est pas non plus toujours facile. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez juste à scanner ce petit QR code. Je vois plein de personnes qui nous disent bonne journée, donc je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne journée. Et puis encore merci d'avoir été aussi nombreux à participer. On a été, de ce que j'ai vu, plus de 300 à certains moments. Donc voilà, merci encore à Thierry, Jean-Philippe, Florence, Yves, Louise et toute l'équipe du collectif qui était aussi présente derrière pour faire en sorte qu'on puisse produire ces études, vous apporter de la matière et faire ces petits événements. Merci à toutes et à tous, bonne journée, à bientôt. Merci.